Est-ce que tu es capable de prendre les bonnes décisions en tant que manager? Est-ce que tu es capable d'évaluer la capacité de décision, de discernement de ton chef? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec cet article 11 de l'art de la guerre de Sun Tzu. Si tu as vu les vidéos précédentes, on a parlé de terrain, on a parlé de responsabilité, on a parlé de positionnement. Là ici, ce chapitre, il nous reparle Sun Tzu de différents types de lieux. Mais moi, j'y vois quelque part un pamphlet autour de la capacité de prise de décision du chef de guerre. Et l'objectif, c'est de parcourir ces 9 types de situations que tu dois connaître, essayer d'en faire des parallèles avec la vie d'un active worker et voir ce qu'on peut en tirer pour notre cadre professionnel. Alors, si tu veux avoir une expérience encore mieux dans le suivi de ces différentes vidéos, tu peux aussi lire le livre. Hop, je te mets le lien en description vers Amazon. Ce livre-là, il est intéressant parce qu'il est commenté avec des passages d'autres livres et puis différentes explications sur le sens des termes. Et après, il y a l'audiobook dont je te mets le lien en description qui est plutôt chouette parce que il s'écoute très très bien. Et la traduction est un peu plus fluide que dans ce livre-là. Et puis l'écoute du livre est gratuite en fait. Si jamais tu n'as pas de compte Audible, tu peux te créer un compte et directement écouter le livre. Alors, on rentre tout de suite dans les 9 types de lieux qui vont permettre aux décideurs justement d'être un bon décideur, de prendre les bonnes décisions. Et puis à la fin, on fera une petite conclusion en essayant d'en retirer 2 ou 3 messages importants. Donc, le premier lieu important à connaître pour tout chef de guerre, c'est le lieu de division ou de dispersion. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait un lieu qui est dans les frontières du royaume. C'est un lieu qui est difficile parce que en fait, la population, elle est proche de sa famille et elle n'a pas forcément envie d'aller à la guerre. Et tu le vois avec l'Ukraine, il y a des tas de gens qui ont quitté l'Ukraine pour ne pas faire la guerre. De même que... enfin bref, donc c'est évident qu'à partir du moment où on définit une guerre dans le territoire, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont rester, les gens qui vont partir. L'armée est plus souvent soumise à la lâcheté si elle est attaquée dans ses propres rangs. Après, elle peut aussi être un peu plus zinzin et se dire je vais défendre à tout prix mon territoire. Mais voilà, c'est un lieu de division, un lieu de dispersion que son propre territoire. Donc là, l'idée, ça va être de réussir, si jamais tu es chef de guerre, à unir les gens, à vraiment créer un sentiment d'appartenance fort. C'est un peu ce qu'a fait l'Ukraine, c'est ce que ce que font des tas de nations quand elles mettent en place notamment un système de guérilla. Elles vont faire en sorte que la population soit tellement unie qu'elle soit capable d'aller au sacrifice pour défendre son territoire. Donc ça, c'est le premier lieu. Deuxième lieu, c'est le lieu léger ou le lieu frontière. Là, en fait, on est près de la frontière. On va commencer à rentrer dans des brèches ennemies. Et là, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a des soldats qui peuvent se détourner juste avant d'aller au combat, tout simplement parce qu'on est au début de la quête, on est au début de la campagne. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas établir son camp ici. Et ce qu'il faut ici, c'est vraiment être capable d'occuper ce territoire-là, évidemment, mais de rassembler, de continuer à avoir cette idée de rassembler les gens et de ne pas chercher à trop stationner là, parce que justement, ça peut donner des idées de mutinerie ou de gens qui sont un peu hésitants de quitter l'armée. Troisième type de lieu, c'est le lieu qui est disputé. Ça, c'est un lieu qui va être à l'avantage de deux armées et qui du coup est un terrain clé. Et ce lieu-là, il faut s'en emparer tout de suite. Ça, dans le cadre de l'entreprise, c'est typiquement un lieu d'opportunité. C'est une niche qui est sous-exploitée et qu'il faut prendre tout de suite parce qu'elle peut permettre d'avoir des gros dividendes et qu'il y a un faible coût d'opportunité à aller la chercher. Donc là, il faut foncer. Ou alors, Sun Tzu nous conseille, si jamais l'ennemi y est déjà, d'essayer de le déloger en essayant d'utiliser la ruse et puis ensuite de prendre possession du lieu. Quatrième lieu, c'est le lieu de réunion. C'est le lieu où l'ennemi peut trouver de la sûreté et c'est au lieu où toi aussi tu peux trouver de la sûreté. Quelque part, c'est un peu la Suisse où on va pouvoir communiquer avec l'armée ennemie. On peut avoir accès à des zones de repli et l'objectif ici, ça va être d'y être avant l'ennemi pour pouvoir être libre et bien avec les voisins qui sont autour de ce lieu-là, pour pouvoir observer, pour pouvoir quelque part manipuler la politique locale et faire en sorte que on prenne possession de, on va dire, la guerre de l'information à cet endroit-là. Mais évidemment, c'est un lieu de réunion, on n'est pas censé livrer la bataille à cet endroit.
Cinquième type de lieu, les lieux pleins et unis. Là ici, c'est des lieux qui sont utilisés par les deux armées, mais qui ne sont pas forcément comment dire, c'est des lieux qui appartiennent à l'un ou à l'autre. C'est pas des lieux qui vont motiver la bataille parce que c'est pas des lieux que tu vas pouvoir posséder très longtemps. Ils appartiennent potentiellement à plusieurs royaumes et c'est des lieux un peu communs. On pourrait dire que c'est l'Antarctique par exemple. Donc dans ce type de lieu-là, il va falloir faire des retranchements, il va falloir attendre que le temps passe. Il va essayer de faire en sorte de s'étendre pour être à l'aise, tout en empêchant l'ennemi de s'étendre. Mais c'est pas le lieu où va se passer le plus clair du temps la bataille. Ensuite, il y a les lieux où il y a plusieurs issues potentielles. Donc là, c'est sûrement des lieux de jonction entre plusieurs États. C'est des lieux où tu peux appeler au secours des États voisins. Et là, l'idée, ça va être d'être capable de bien connaître ces lieux-là, de se positionner là, parce que tu vas pouvoir entourer l'ennemi, et puis être sur ses gardes, être capable d'observer les différents passages des ennemis. C'est ce qu'on a vu pendant la guerre mondiale, où on avait créé une ligne Maginot qui a servi à rien, puisque l'ennemi a contourné nos frontières. On n'a pas bien surveillé nos frontières, on n'a pas bien surveillé ces types de lieux à plusieurs issues. Ensuite, septième type de lieu, c'est des lieux graves et importants. Donc là, c'est des lieux dans les États ennemis. On est sur le territoire ennemi, c'est des forteresses, c'est des lieux difficiles à prendre. Et là, l'objectif de ces lieux-là, ça va être de surtout ne jamais les laisser libres. Il faut absolument les conquérir parce que si tu les laisses derrière toi, bah, d'abord, tu évites d'avoir des lieux que tu vas pouvoir utiliser pour en prendre les ressources, renforcer ton armée. C'est des lieux qui peuvent potentiellement devenir des lieux de guérilla, dont on parlait tout à l'heure, et c'est des lieux qui vont te permettre de bien nourrir ton soldat, bien nourrir ton armée, faire en sorte que ton armée elle reste puissante et que tu ne laisses pas un lieu devenir un lieu potentiel de rebelle. Lieu numéro 8, c'est les lieux gâtés ou détruits. Donc ça, c'est les lieux difficiles à parcourir. Ce type de lieu-là, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, il faut les fuir. Et si jamais en fait tu es face à l'ennemi dans ces endroits-là, eh ben, il faut foncer et essayer de prendre l'opportunité, la première opportunité pour se battre contre l'ennemi, tout simplement parce que c'est un lieu où on n'a pas intérêt à rester trop longtemps. Et puis dernier type de lieu, c'est les lieux de mort. Là, c'est les lieux où on risque d'être en danger. C'est les lieux, si tu ne bouges pas, tu risques d'être guetté par la faim ou la famine. Et donc là, bah pareil, ce type de lieu, il faut aller droit sur l'ennemi. Il faut faire croire à l'ennemi qu'on ne peut pas survivre de manière à ce que lui, il se dise que tu n'as rien à perdre et qu'en même temps, tu es en difficulté pour derrière utiliser toutes tes ressources pour essayer de gagner. Donc, dans tous les cas, ce que nous explique Sun Tzu dans ce chapitre-là, c'est que la bonne manière d'attaquer, ça va être de prendre en compte la nature, de prendre en compte ta position et ensuite de ne jamais te mettre en mouvement si tu n'as pas un avantage à gagner. Si tu n'as rien à gagner, tu dois rester sur place et garder tout simplement ton camp. Ensuite, la question c'est est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on se défend? Alors d'abord, si tu es chez toi et qu'on t'attaque, l'objectif ça va être de rassembler tes ressources, ça va être de réunir tes forces, ça va être de te concentrer et de faire en sorte que l'ennemi soit en état de défense très rapide. Il va falloir essayer de le harceler, de le fatiguer et ensuite essayer de le contraindre, faire en sorte que tu le renvoies chez lui avec honte en attaquant par exemple une position faible qu'il a chez lui pour que du coup il ait l'air débile d'avoir essayé de t'envahir alors qu'il avait laissé potentiellement une position importante sans ressources, mais tout en restant très uni parce que tu es attaqué chez toi et comme on l'a vu, tu risques d'être dispersé si tu es attaqué chez toi. Ensuite, si tu es chez l'autre, si tu es en face de l'ennemi, là ton objectif c'est de ne pas diviser tes troupes parce que on est forcément plus fort quand on combat chez soi, quand on combat à domicile, quand on connaît le terrain, quand on connaît les différentes ressources. Et c'est ce qui fait que les systèmes de guérilla sont très difficiles à déloger, tout simplement parce que l'ennemi ne connaît pas, par définition, où est-ce que vont se trouver les soldats ennemis. Donc quand on ne sait pas où aller, l'idée ça va être de ne pas se précipiter. Quand on est en mauvaise posture, ne pas reculer et potentiellement périr. Alors là, c'est une idée un peu forte qui nous donne Sun Tzu, ce qui nous explique, c'est quand on est dans la difficulté, si on a pris les mauvaises décisions, qu'on est en phase où quelque part tout semble perdu, en fait l'idée c'est que si tu gagnes à ce moment-là, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce que si tu gagnes dans une situation qui est compliquée, ton armée il te sera à jamais reconnaissante. Si en même temps tu perds, mais que tu as tout donné, que tu as tout essayé, en fait ton armée ne pourra pas t'en vouloir parce que tu as essayé de faire de ton possible. Il y a peut-être eu des erreurs qui ont été faites, mais voilà. Donc l'idée c'est de ne jamais désespérer et que lorsqu'on est surpris, essayer de surprendre l'autre et de faire en sorte que les troupes elles soient suffisamment autonomes pour improviser, pour aller à fond et puis pour tout donner.
Donc dans ces cas-là aussi, il faut être capable de faire en sorte de garder le moral des troupes. Donc si l'armée a un mauvais moral, ce qu'il nous explique, c'est qu'il faut les secouer. Ça peut être de manière positive avec des festins, des cadeaux, essayer de les bouger. Mais ça peut être aussi de les mettre en situation de choc, en situation d'endurcissement, d'entraînement plus difficile que d'habitude, pour faire en sorte que l'armée ne reste pas oisive, à rien faire, à attendre que ça passe, mais plutôt qu'elle se mette en mouvement, aux aguets, toujours prête à se battre. Voilà, donc il y a un autre élément qui est intéressant ici dans ce chapitre-là. Sun Tzu nous explique que il faut systématiquement aussi penser à secourir les alliés, parce qu'ils pourraient nous aider à un moment donné, mais aussi les vaincus. C'est-à-dire que si tu vas dans une province ennemie, que tu pilles des ressources, il faut faire attention à ne pas laisser entre mauvaise posture les nouveaux vaincus, tout simplement parce que ce n'est pas leur faute finalement si ils ont été vaincus, c'est la faute de leur chef à l'époque qui a pris les mauvaises décisions. Et toi, tu as intérêt à faire en sorte qu'ils rejoignent ton royaume, qu'ils rejoignent ta nation, plutôt que de les laisser en plan, de les laisser mourir et de ne pas faire en sorte de renforcer ton royaume. Donc ça, c'est vraiment les conseils que nous donne Sun Tzu. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes qu'il nous donne ici? Voilà, moi ce que j'en retiens, c'est que il faut systématiquement être capable de savoir et anticiper le lieu dans lequel va se passer la bataille et il faut être capable d'agir en conséquence. Donc quand on fait un parallèle avec la vie professionnelle, il y a forcément des moments où on va être en situation de communication dans ces fameux lieux de communication, un peu comme la Suisse, et où on a intérêt à maîtriser la politique locale. Et ce n'est pas le lieu en fait pour créer une bagarre et pour faire en sorte de créer un clash. Ce clash, il faut le préparer en amont pour être certain de le gagner. Si tu n'es pas certain de le gagner, c'est pas la peine de le relever. Si c'est un avantage qui va te servir à rien, c'est pas la peine de lancer un débat qui ne sert à rien. Donc ça, ce point-là, déjà, je le trouve très intéressant parce qu'il permet notamment aux esprits les plus créatifs, aux esprits les plus belliqueux, qui adorent les débats, de se dire c'est pas la peine de rentrer dans des débats inutiles. Ensuite, c'est intéressant aussi pour jauger ton chef. Est-ce que par rapport à tous les lieux qu'on a évoqués, est-ce que tu es capable de situer dans quel lieu et dans quel contexte se situe ton équipe, ton entreprise ou ton chef ou toi-même? Est-ce que tu es dans une situation finalement qui est comment dire, un projet dans lequel tu es en pleine zone de confort, un projet où tu sembles tout maîtriser et où du coup tu peux potentiellement te disperser parce que quelque part, c'est là le danger, c'est quand on est en situation de confort, on a envie de tout faire. Moi, quand j'ai le sentiment que mes vidéos, elles sont bien planifiées à l'avance, j'ai tendance à vouloir faire d'autres projets et du coup à ne pas les lancer et à la fin me retrouver un peu à la bourre pour les faire, pour les monter ou pour les préparer. Alors que si je me dis que je suis en situation plutôt de mort, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix, je suis obligé de la faire, j'ai pris l'engagement de faire une vidéo tous les jours, quelque part j'oblige mon armée individuelle à se mobiliser sur un seul objectif et sinon c'est la mort du projet, c'est la mort de la chaîne et c'est pas possible. Donc tu vois qu'il y a ces deux extrêmes là finalement, le confort et puis l'inconfort extrême et puis entre les deux forcément tu as des lieux où tu vas avoir des difficultés et là ces lieux là il faut essayer de ne pas y rester parce que tu risques tout simplement de mourir à la fin. Il y a les lieux qui sont difficiles à prendre, c'est les gros projets, c'est les lieux où on a des concurrents qui ont une forteresse et ces lieux-là, il faut essayer à tout prix soit d'en prendre possession très très vite, soit y faire très attention. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis enfin, on a les lieux de réunion, on en a déjà un petit peu parlé. Quelque chose que je trouvais intéressant finalement dans ce parallèle ici, c'est la notion d'influencer ton armée dans le bon sens, que ce soit ton équipe ou que ce soit toi. En fait, ces principes, ils peuvent s'appliquer, ce que je viens de faire là avec les histoires de vidéos, à la fois à la notion d'équipe, mais aussi à la notion d'individualité, au fait de rester concentré et puis au fait de ne pas faire d'erreur et de prendre toute la responsabilité si jamais on se trompe. Voilà, ça m'intéresserait d'avoir ton avis de cette vidéo comme d'habitude. Est-ce qu'il y a une idée forte que tu retires de ça sur la capacité d'un bon chef à prendre des décisions? N'hésite pas à liker la vidéo, la partager comme d'habitude et puis moi je te dis à demain pour l'avant-dernière règle, article de Sun Tzu de l'art de la guerre. Ciao ciao.